avant d'entrer dans la crypte, ici où nous avons la chapelle Saint-Augustin, dont les peintures datent du XVe siècle. Et on voit ici, dans la partie centrale, le Christ, en principe, qui est assis sur un arc-en-ciel et qui descend du ciel pour juger les morts et les vivants. Alors nous voici dans la crypte qui date du XIIe siècle et qui a été comblée à la fin du XVIIIe siècle par le chanoine de Plaine, le grand transformateur, disons, de la cathédrale. Et après donc la Grande Guerre, un autre chanoine du nom de Aymon, mais qui n'a rien à voir avec le bâtisseur de la cathédrale en 990, c'est pas la même orthographe d'ailleurs, hein, qui avait fait une thèse sur la cathédrale, fit sonder justement au cours de la restructuration en 1924, et sachant qu'il y avait une crypte, fit sonder et se dit que ça valait le coup de la reconstruire. Alors cette chapelle fut reconstruite donc en art roman comme elle a été édifiée à l'époque. Cet art roman a une particularité, c'est que les piliers, 12 piliers, avec 12 chapiteaux pour coiffer les piliers, ces chapiteaux sont l'œuvre du sculpteur renommé qui s'appelle Gaston-Étienne Le Bourgeois, qui a été donc commandé par l'architecte André Ventre, qui est venu faire la restructuration donc de cette cathédrale. Et en mémoire de la bataille de Verdun, chaque chapiteau donc concerne cette bataille éponyme. Vous avez donc plusieurs sculptures qui rappellent donc la bataille de Verdun. Vous avez le pigeon vaillant, sculpté également, que nous voyons ici représenté, celui que le commandant Raynal, au fort de Vaux, envoya chercher du renfort à la citadelle. Alors, chaque chapiteau correspond, si vous voulez, à un secteur de la bataille de Verdun. Alors, pour revenir à la Vierge Marie, d'où le nom de Notre-Dame, donc de la cathédrale de Verdun, c'est une copie, d'accord ? La vraie est enfermée en lieu sûr. Voilà. Il faut savoir qu'elle a été remise ici en 1933, qu'elle a été bénite et qu'elle a été couronnée par un certain Angelo Giuseppe Roncalli, qui deviendra en 1958 Jean XXIII, le pape Jean XXIII, qui était le nonce apostolique en France à cette époque, donc le 2 juillet 1946. Alors les symboles que vous voyez gravés sur les pierres correspondent donc à ce qu'on appelait à l'époque des tâcherons, ceux qui bâtissaient les cathédrales. Et c'était leur signature pour être payés. Voilà. Plus ils avaient taillé de pierre, bien sûr, plus ils gagnaient d'argent. Donc pour prouver qu'ils avaient bien travaillé, ils avaient leur propre signature. Vous voyez, là c'est un trèfle, là une sorte de petite cuillère, voilà. Chaque tâcheron avait sa propre signature. Voilà. Vous voyez ? Et c'est pareil pour l'édifice, donc à l'extérieur de la cathédrale. Hein, voilà. La configuration des lieux dans ce transept occidental, nous avons ici la porte de l'officialité, donc qui dit le tribunal de l'évêque, l'ancien chœur et la porte dite de l'évêque ici. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans le cloître. Alors nous sommes ici à l'intérieur du cloître, je le rappelle, le premier édifié au XIIe siècle et le second donc modifié en art flamboyant du plus bel effet au XIVe siècle. Alors ce cloître a été bombardé, il n'a pas échappé au bombardement de la cité et de la cathédrale. Vous avez le transept ici au sud
d'est qui a été fortement touchée dans sa toiture, et également la partie du cloître ici, où tout s'est effondré pratiquement jusqu'au sol. D'ailleurs, il y a une photo qui en témoigne avec des poilus et une mitrailleuse Auschwitz qui est à l'intérieur. Voilà. Là aussi, ça a été également dégradé. Et tout a été rebâti, donc, au cours de la restructuration de la cathédrale, donc, conformément à ce qu'elle était au XIVe siècle. Voilà. Ici, ce n'était pas vraiment une pelouse. C'était 4 carrés de verdure avec des statues religieuses, et il y avait un puits également, qui est porté maintenant disparu. Alors, ce cloître d'une beauté, disons, du plus bel effet, comporte 19 ouvertures en style gothique flamboyant, et nous pouvons remarquer que l'architecture gothique est particulière à chaque ouverture. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Alors, comme le premier cloître a été construit au XIIe siècle, avant l'avènement encore de l'art gothique, nous avons encore ici une trace de l'art roman de sa construction. Voilà. Alors, sur les 4 tours originelles de la cathédrale de Verdun, subsistent uniquement 2 tours dans la partie occidentale. La tour la plus au nord s'appelle la tour Saint-Michel, et la tour la plus au sud, dont une partie de la balustrade a été touchée par les bombardements, s'appelle la tour Sainte-Marguerite. Alors, il faut savoir, j'en viens maintenant, si vous voulez, à la protection des biens de cette cathédrale, qui fut dégradée pendant la Grande Guerre. Il faut savoir que cet orgue a été entièrement démonté et transféré au Carmel de Don Rémy la Pucelle, donc au début du département des Vosges, en gros une centaine de kilomètres d'ici. Tout le mobilier, pendant la Grande Guerre, a été mis de côté, sous des couvertures bien installées. Et la particularité, c'est que dans le grand chœur que vous avez ici derrière, là, dans la partie occidentale, toutes les stalles, toutes les boiseries, disons, d'art religieuse, disons, ont été entreposées, elles, au Petit Palais à Paris pendant la Grande Guerre. Voilà. Ici, vous avez donc le baldaquin, qui est une modification principale aussi de la cathédrale, qui a été édifiée également par le chanoine de Plaine, donc en 1760, qui est la réplique exacte du baldaquin de l'église Saint-Pierre de Rome. Voilà. La protection de la balustrade en marbre a été installée dans un coffrage pour la préserver des éventuels bombardements à l'époque de la Grande Guerre. Voilà. Si on parle des destructions, le 26 février 1916, un premier obus tombe sur la cathédrale, un obus de 380, donc c'est déjà quelque chose d'assez conséquent, qui a été tiré probablement soit de la batterie de Duzé ou soit de la ferme Sorel, à peu près dans le même secteur, dans le bois de Waverfond, à en gros une petite quarantaine de kilomètres d'ici. Voilà. Et cet obus a détruit le transept sud, ici, que vous avez derrière, le transept sud. Et disons que ça a été la principale dégradation pendant la bataille de l'année 1916. D'ailleurs, il y a des photos et des cartes postales qui ont été éditées à cette époque où on voit très bien les gravats dans la principale nef et on voit même quelques soldats debout dessus.
finalement. Et on voit de part et d'autre l'installation des chaises et du mobilier non, disons, précieux, hein, qui étaient mis de côté. Voilà. Alors, si on en vient maintenant au bombardement de 1917, il faut parler à ce moment-là du mois d'avril et du mois de mai, où toute la voûte là, fut détruite, toute cette partie fut détruite, descendue. Donc, alors, on peut s'imaginer le nombre de gravats, le nombre d'amoncellements de gravats dans cette nef principale. Fort heureusement, le baldaquin a été épargné. Il ne fut jamais touché par aucun bombardement. Alors, si on veut encore parler de modification, c'est le chanoine de Plaine, finalement, qui, au cours de la moitié du XVIIIe siècle, lors de son, disons, de son périple à Verdun, va faire modifier cette cathédrale pour l'embellir. Il va, disons, murer le plus, disons, d'ouverture romane possible. Et il va faire combler la principale crypte, qui est en dessous pratiquement du baldaquin, justement pour construire ce monumental, disons, baldaquin, qui est la réplique exacte de celui de Rome. Et on peut remarquer que le haut de la croix est de très peu, disons, distancié du sommet de la voûte. Donc il a fallu finalement rabaisser le sol pour installer cette architecture. Alors cette chapelle, dont la voûte a été bombardée en mai 1917, fut restructurée bien sûr après, mais connut beaucoup de dégâts, d'importants dégâts. Fort heureusement, l'autel et, disons, la statue furent pratiquement intacts. Alors je reviens sur les bombardements d'avril de 1916 et d'avril et mai 1917, où tous les vitraux par rapport aux explosions furent bien sûr cassés. Un seul subsista, c'est celui de Saint-Nicolas qui se trouve ici dans l'ancien chœur. Sur tout l'ensemble des vitraux, il n'y a que celui-ci qui résista au bombardement de la cathédrale de Verdun. Alors pour reconstruire la cathédrale, après ces graves dégradations, ça commence en 1919 par le recueillement de dons, de subventions, et la restructuration fut confiée à deux architectes, André Ventre, ou Ventré, et Marcel Delangle, deux brillants architectes historiques qui officiaient principalement dans ce genre, disons, d'architecture. Cette construction, cette restructuration se termina en 1935. Alors, suite à la restructuration, une fois que le grand hôtel derrière moi a été remis à son emplacement, l'inauguration, si je puis dire, de la fin de la restructuration de cette cathédrale a eu lieu le 10 novembre 1935. Nous venons de voir les tenants et les aboutissants, si vous voulez, de la cathédrale de Verdun, tout le long de son parcours aux différents siècles, jusqu'à la dégradation de la Grande Guerre et jusqu'à sa fin de restructuration de 1935. C'est une grande histoire, la cathédrale de Verdun. C'est un édifice très important religieusement et qui va continuer perpétuellement à vivre, je l'espère. À bientôt.